Donc, Monsieur Le Yarrick, vous êtes eurodéputé du groupe GUE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre mandat pour vite fait faire la présentation vidéo et de quel groupe vous faites partie, parce que j'imagine que les citoyens français ne connaissent pas du tout ce nom de groupe, de quoi il s'agit. Déjà, s'ils connaissent les députés européens, c'est déjà bien. Donc je suis élu sur une liste du Front de gauche et membre du groupe qui s'appelle Gauche unitaire européenne, Gauche verte nordique. C'est un rassemblement de parlementaires de partis de gauche, qui soient des partis communistes, des partis socialistes, ou de partis de gauche, par exemple le parti de gauche de Suède, ou de partis de tendance écologiste, mais qui ne se retrouvent pas dans le groupe Europe Écologie Les Verts. Le dernier traité européen dépossède effectivement les parlements nationaux de leur prérogative de lever l'impôt comme ils le veulent et de le dépenser comme ils le veulent. Puisque on voit d'ailleurs ce qui est en train de se produire dans la fiscalité aujourd'hui. Il y a certaines fiscalités qui sont autorisées, qui sont même très conseillées. La fiscalité de consommation, comme ils l'appellent, la fiscalité dite écologique, comme il l'appelle, par contre, est proscrit l'impôt sur les grandes fortunes, l'impôt sur les sociétés. D'ailleurs, on ne parle que d'harmonisation sur l'impôt sur les sociétés. En soi, ce serait bien, mais c'est une harmonisation vers le bas, vers le plus bas. Et quant aux dépenses, le traité lui-même pousse à l'austérité budgétaire, c'est-à-dire que ce traité-là, ajouté à ce qu'on a appelé le pacte Euro Plus qui avait eu lieu un an avant, qui a été traduit dans le Conseil européen des 25 et 26 mars 2011, lui, il est encore plus précis, puisque il dit, lui, nettement, il y a un certain nombre de choses que vous ne devez plus faire. Par exemple, ce qui est en débat aujourd'hui sur la réforme du travail et la flexibilité du travail, et non pas la sécurité comme on tente de nous le dire, c'est à peu près mot pour mot ce qu'il y a dans ce qu'on a appelé le pacte Euro Plus de M. Sarkozy et Mme Merkel. Et le dernier traité européen, lui, n'en fait référence qu'à son article 9 et son article 11, puisqu'il revient là-dessus en disant qu'il faut une coordination des politiques économiques. Mais la coordination des politiques économiques, elle est cadrée uniquement sur l'enjeu qu'on entend régulièrement, celui de la compétitivité. Et donc, oui, c'est un dispositif qui enlève la possibilité pour le Parlement national de faire le budget tel qu'il le veut. D'ailleurs, la difficulté pour le chef de l'État actuel et son gouvernement, ça a été de le traduire dans une loi de nature constitutionnelle. C'est pour ça qu'ils ont choisi la loi organique, parce qu'ils s'étaient engagés avant à ne jamais mettre ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire l'équilibre des comptes budgétaires, dans la Constitution. Mais la loi organique est une loi de valeur constitutionnelle, donc il respecte parfaitement le traité. Ce qui est marrant d'ailleurs, là hors vidéo, en étudiant cette fameuse loi organique, je me suis rendu compte que juridiquement, elle était plus contraignante encore que la proposition qui avait été faite par Nicolas Sarkozy de la, je ne sais plus comment il appelait ça, la loi de programmation des finances publiques, qu'il voulait certes inscrire dans la Constitution, mais qui n'avait pas valeur de loi organique. Donc finalement, on se retrouve avec un gouvernement socialiste qui fait voter une loi organique plus contraignante encore en termes juridiques que la loi proposée par Nicolas Sarkozy de programmation des finances publiques, sur laquelle tout le Parti socialiste était insurgé en disant c'est hors de question de voter une règle d'or budgétaire, etc. etc. Ouais. C'était assez marrant au niveau juridique de voir ça. Oui. Mais la loi organique va plus loin que le traité européen, puisque le traité européen autorise un écart de 1%, autour de 1%, dans l'équilibre des comptes publics
à partir d'un petit écart en plus ou en moins de 1%, on considère qu'il y a équilibre des comptes publics, c'est-à-dire la règle d'or, mais la loi organique dit 0,5%. Ça fait. Le traité européen lui-même est plus contraignant que ce qu'il y avait écrit dans et le Parlement s'est voté lui-même un gendarme qui peut le dessaisir à tout instant. C'est-à-dire que jusque-là, on avait un contrôle des comptes publics fait par d'une part le Conseil constitutionnel, mais aussi la commission de contrôle, mais on s'est adjugé, on s'est voté un gendarme supplémentaire avec la haute autorité des finances publiques qui, elle a, sans jamais être élue, elle a un pouvoir supérieur aux élus sur les comptes. Donc on est en train là de bifurquer avec les traditions de la République telles qu'elles sont issues de la Révolution française et qui d'ailleurs, le 17 juin 1792, on décide en France que désormais ce n'est plus le roi qui prélève l'impôt, mais les élus du peuple qui décident du niveau de prélèvement d'impôt et de l'utilisation de cet impôt. Donc on vient de faire une grande bifurcation. Tout à fait. J'ai cru comprendre, du moins dans votre réponse, l'avant-dernière réponse, que vous accordez quand même une certaine importance à la coordination économique. Et du coup, je me demande dans quelle mesure on peut garantir un respect de la souveraineté nationale si, malgré tout, on est contraint de se coordonner entre les États européens. Comment est-ce que vous envisagez, vous, une bonne manière de coordonner les politiques nationales pour maintenir l'euro, tout en garantissant la souveraineté nationale? Il y a deux choses, si vous voulez. Bon, par exemple, le niveau, la valeur de l'euro elle-même, elle est sous la responsabilité de la Banque centrale européenne, qui elle-même est autonome, elle est indépendante, à la différence de la Banque centrale japonaise ou de la Réserve fédérale américaine, elle est autonome. Ceci dit, le Conseil européen, s'il voulait, il a une part d'ajustement possible. S'il le voulait, il ne le fait pas, il laisse le président de la Banque centrale européenne le faire, mais la coordination des politiques économiques aujourd'hui se fait uniquement sur la base d'un euro fort. C'est en respect d'ailleurs du traité de Maastricht, puis du traité de Lisbonne. Mais on peut imaginer autre chose. On peut imaginer une réflexion autour de l'idée selon laquelle l'euro est trop fort, la valeur de l'euro est trop élevée, ça défavorise notre production industrielle et agricole et même nos services, puisque nous avons des difficultés à exporter. Ça, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect qui est insuffisamment abordé souvent, c'est le fait qu'à l'intérieur de l'Union, la différence de rémunération et la différence de niveau de protection sociale et de conditions de production parfois, fait que comme on a une monnaie rigide, ce qui se faisait avant par des ajustements, soit de réévaluation ou de dévaluation, se fait aujourd'hui par de la déflation salariale, c'est-à-dire on fait pression sur les salaires. Une autre coordination, d'abord, ce serait une coordination qui se ferait à partir de consultations des parlements nationaux, des gouvernements bien évidemment, mais avec l'objectif d'améliorer les niveaux de protection sociale, les niveaux salariaux, et avec des initiatives communes. Par exemple, le Conseil européen vient de décider de réduire drastiquement le budget européen, et dans ces réductions, contrairement à ce qui se dit, c'est sur les infrastructures essentiellement qu'on va réduire, ou sur la politique agricole commune. Je ne dis pas qu'il faut la laisser telle que, mais ça va avoir pour conséquence de réduire l'activité, donc le développement. On pourrait imaginer autre chose. On pourrait dire l'Union européenne se fait un grand objectif de créer les conditions d'une politique d'innovation, de recherche commune, ou
une grande politique d'aide à partir des systèmes nationaux d'éducation nationale et de formation. On aide considérablement le développement de l'éducation et de la formation de la jeunesse parce qu'on considère que c'est l'avenir est de ce côté. C'est le contraire qui est fait. Donc on pourrait avoir une coordination dans un autre cadre, bien plus souple, bien moins contraint. Je prends un autre exemple. Nous avons une crise aujourd'hui dans la sidérurgie majeure. Il y a des possibilités de faire une sidérurgie moins polluante avec 2 ou 3 procédés européens, dont le procédé UCLOS. Aujourd'hui, on a laissé un grand multimilliardaire s'accaparer toute la sidérurgie et il est en train de la casser par petits bouts. Parce que, évidemment, il va faire de la sidérurgie dans les pays où les niveaux salariaux sont encore plus bas. Et il y a une proposition des organisations syndicales en France, au Luxembourg et en Belgique de créer une entreprise européenne de la sidérurgie, une entreprise publique européenne de la sidérurgie. Au moins que se tienne un Conseil européen sur ce sujet. Je pense qu'il n'y aurait pas 27 pays d'accord. Mais peut-être qu'on peut décider à cette occasion-là, 5, 6 pays se mettent d'accord et on initie une entreprise européenne de la sidérurgie parce que nous avons besoin de notre industrie sidérurgique. Et on pourrait comme ça multiplier un certain nombre d'exemples, ce qui serait une coordination positive des politiques économiques et sociales en vue du progrès social. En vue du développement humain, du développement économique, mais du progrès social. Vous pensez que l'Europe sociale est possible? Ma question, c'est de savoir, par exemple, là, au sujet du budget européen qui est très décevant, est-ce que ça tient de la mauvaise volonté politique ou est-ce que c'est structurel? Est-ce que ça vient de la manière dont sont prises les décisions au niveau européen? Est-ce que structurellement, c'est impossible d'aller vers plus d'Europe sociale? On voit que certaines décisions doivent être prises à l'unanimité, que ça dépend quand même de la bonne volonté de tous les États. Donc, pour vous, c'est possible d'aller vers plus d'Europe sociale? Oui. Dans le cadre des institutions actuelles? Inévitablement, il faudra les transformer petit à petit. Mais vous prenez l'exemple du dernier Conseil européen où on a discuté pas d'un budget européen annuel, on a discuté d'un cadre financier pluriannuel. Le président de la République est venu au Parlement européen, le président de la République française, il a fait un discours très intéressant. Il nous a laissé entendre qu'il était d'accord avec le Parlement européen qui refusait ce cadre financier, puisque vous savez que ce cadre financier, la Commission demandait de le diminuer en deçà de 960 milliards d'euros pour 7 ans. Et puis le président du Conseil, M. Van Rompuy, cherchait, lui, encore plus bas, 903 milliards d'euros. François Hollande a dit à juste titre, c'est inadmissible, on ne peut pas tolérer ça, parce que ce qu'il y a derrière ça, c'est l'amputation des crédits pour le développement humain, par exemple. On va aider moins les plus démunis, on va donner moins d'argent pour donner à manger aux plus démunis. On a baissé le budget d'innovation. Quand on compare l'argent qu'on met aux États-Unis pour un étudiant, pour la formation d'un étudiant et en Europe, aux États-Unis c'est 29 900 $, en Europe c'est 13 000 €. C'est-à-dire il y a un écart considérable. Et je ne suis pas en train de défendre le modèle américain en disant ça, mais on voit bien que l'investissement dans l'être humain, dans le développement humain, n'est pas le même sur des questions qui engagent beaucoup l'avenir. Mais quand il a fait le Conseil européen, il a tout accepté, le président de la République. Or, je vais vous dire quelque chose de très surprenant. Le traité de Lisbonne, l'article 310 et l'article 312 du traité de Lisbonne, lui permettaient d'opposer son veto. Il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait,
c'est une autre nature de débat. Et donc, évidemment, je ne défends pas les institutions actuelles telles qu'elles sont, mais je pense qu'il faudrait, si nous étions aux responsabilités, nous n'irions pas faire un discours au Parlement européen, en accord d'ailleurs avec le Parlement européen, pour après accepter toutes les mauvaises conditions qui sont faites. On va jusqu'au bout de la démarche, quitte à faire un débat assez dur dans l'Union européenne. Parce que là, c'est un espèce de marchandage qui a abouti à donner satisfaction à Mme Merkel et M. Cameron. Et au bout de tout ça, contrairement à ce qu'ils disent, ils ne sont pas en train de construire l'Europe, ils sont en train de déconstruire l'Europe. Ils font peut-être une Union européenne avec des institutions au service des marchés financiers et au service de leurs intérêts, mais pas une Europe au service des peuples. Ça, ils ne peuvent pas dire ça aujourd'hui après ce qu'ils ont fait. Mais bon, on n'est pas au bout parce que la nouveauté aussi, c'est que le Parlement européen va avoir à se prononcer. Je pense qu'il ne votera pas ça. Le groupe PPE, socialiste, écologiste, nous, et le groupe ALDE, l'équivalent, enfin, c'est pas pareil tout à fait, mais c'est l'équivalent du MoDem ici, tout le monde va voter contre ça. Alors, ça aboutira on ne sait où, mais au moins ça aura le mérite de relancer un débat sur une question très concrète. La question concrète, c'est le budget européen. D'une part, il est trop faible, et d'autre part, ça sert à des actions favorables aux gens. Le problème, c'est qu'il est insuffisamment doté. Même s'il était à 1,1% des richesses produites, comme ceci était le cas avant, il reste insuffisant. Mais là, on descend juste à la limite des 1%. D'accord. Est-ce que vous avez envie de nous parler un petit peu du Tupac, du coup j'ai lu que vous êtes quand même un des seuls eurodéputés à produire, je ne vais pas dire de la littérature dessus, mais vous êtes le seul à effectivement à écrire des éléments certes négatifs sur le sujet, mais... oui, parce qu'il n'est pas très positif. Eh ben, c'est-à-dire que... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez l'expliquer parce qu'elle connaît par cœur, mais pour les gens comme moi ou ceux qui verront, commencer par l'expliquer, puis ensuite on dira ce que vous trouvez bien ou pas bien, justement. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'on a eu ce qu'on a appelé un premier lot de 5 règlements plus une directive, ce qui a été appelé le six-pack. Puis il y a quelques mois de cela, un autre paquet, ça c'est paquet, de 2 règlements. La différence entre un règlement et une directive, c'est que la directive, elle vient devant les gouvernements et les parlements nationaux pour être retranscrite dans les droits nationaux. À partir de ce moment, chaque gouvernement, quand c'est le cas d'une directive, chaque gouvernement, et évidemment chaque parlement, l'ajuste en fonction d'un certain nombre de traditions, d'acquis, de rapports de force aussi qui existent dans le pays. Un règlement, c'est différent. Un règlement, il est d'application obligatoire, sans débat, ni dans un conseil des ministres, si tant est qu'il y ait quelquefois un débat, ou dans un parlement. Et donc, ce sont 2 mécanismes de texte liés, qui confirment d'ailleurs le train, et qui sont des textes de discipline budgétaire. C'est-à-dire que c'est, pas dire la copie conforme, mais ce sont des textes dans lesquels il est demandé aux États à peu près la même chose qu'il y a dans le traité européen qui a été voté. Vous, votre position là-dessus, elle est négative, mais pour quelles raisons précises sur parce que, de toute façon, l'expérience aujourd'hui montre que ce n'est pas la question de la discipline budgétaire qui règle les problèmes auxquels on est confronté. C'est même le contraire, c'est que ça aggrave les problèmes, puisque plus vous compressez la dépense, moins vous consacrez d'argent aux dépenses sociales, aux dépenses pour les individus, plus vous rentrez dans la crise. D'ailleurs,
La France, relativement aux autres pays, elle a mieux résisté à la crise parce que précisément, elle avait une protection sociale solide, des services publics, une série de mécanismes sociaux. Donc relativement, elle résiste mieux. Dès lors que vous les enlevez, eh bien, les gens seront plus en difficulté et le pays s'enfonce dans la difficulté. Parce que l'investissement social, il permet le développement économique du pays. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer aujourd'hui est totalement à rebours de ça, puisque vous allez avoir des budgets contraints, il y a un mécanisme de surveillance. Maintenant, tous les 6 mois, l'État en question doit donner l'état d'exécution de son budget à la Commission européenne et au Conseil. Mais maintenant, avec ces mécanismes-là, avec ces règlements-là, comme avec le traité d'ailleurs, vous allez devoir par avance, avant débat dans les parlements nationaux, donner, c'est-à-dire dès l'été de chaque année, en France en général, on commence le débat budgétaire le 2 octobre, ça se termine mi-décembre. Mais donc chaque commission parlementaire discute du budget sectoriel et la commission des finances discute du budget de la nation. Mais maintenant, avant ceci, le gouvernement devra donner à la commission elle-même et au Conseil, mais surtout à la commission qui en sera la gardienne, ses projections budgétaires. Et la Commission rectifiera. C'est-à-dire, c'est comme si au mois de septembre, la Commission européenne ou des émissaires de la Commission européenne disent « ben non, vous employez trop d'enseignants. Monsieur Payan, vous voulez embaucher 40 000 enseignants? Non. Peut-être qu'il suffit d'en avoir 20 000. Vous voulez maintenir la fonction publique territoriale? Non. Essayez d'en privatiser, parce que ça va vous faire des économies. » Et ainsi de suite. De telle sorte que le budget soit à l'équilibre. Mais on voit bien que là, on est en train de se mêler du budget national, du budget des collectivités territoriales et des finances des entreprises publiques. Et donc ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire, on vous règle par avance ce que vous avez le droit de dépenser et de ne pas dépenser et où vous devez le dépenser. C'est tout le débat qui est fait autour de l'idée, il y a un État-providence qu'on ne peut pas tenir en France, tout ce débat un peu bizarre, il ne sert qu'à ça en fait. Vous devez réduire vos dépenses à tout prix. Comment vous expliquez que justement un texte qui soit si... je ne vais pas dire mauvais parce que c'est un jugement de valeur, mais enfin je le pense. Important, voilà. Ne soit pas connu des Français. Pourquoi si moi je vais dans la rue et je leur dis vous êtes au courant du Tupac, comme j'aurais pu leur dire vous êtes au courant du pacte budgétaire, ils me disent ah oui c'est pas bien, il faut lutter, ou au contraire c'est important, c'est plutôt un bon texte. Pourquoi les partis politiques, qu'ils soient européens, je vous considère comme membre d'un parti politique européen, ou pourquoi les élus nationaux ne relaient pas ça auprès de... Enfin, les partis politiques de gauche. Ne relaient pas, je ne sais pas, ils ont peur des gens, mais ce qui est vrai, c'est vrai, vous prononcez ce mot-là dans la rue, vous aurez 0% de personnes qui savent ce que c'est, même dans les partis eux-mêmes. Je pense que vous n'aurez pas grand monde pour vous dire de quoi il s'agit exactement. C'est bien le malheur, c'est que ces questions-là se font dans le dos des gens, dans le dos des forces démocratiques, et sont totalement cachées. Moi, j'ai fait une multitude de réunions autour de ces sujets, je ne sais combien de réunions j'ai pu faire, mais bon, d'abord, il faut reconnaître que ce sont des questions très compliquées, très loin, enveloppées dans une technicité à tout va, donc on comprend bien ça. Mais ça a des conséquences sur la vie des gens. Ça a des conséquences sur la vie des gens. Ce matin, il y a des journalistes, parce que j'ai dit publiquement, il y a quelques jours de cela, que pour une part,
le texte du 11 janvier sur la flexibilité du travail était issu du pacte Euro Plus de M. Sarkozy et de Mme Merkel, ce fameux pacte qui a été fait à l'automne 2010 à Deauville. Les personnes n'ont pas compris ce que je dis parce qu'ils ont cru que je disais le dernier traité européen. Or, ce n'est pas tout à fait le même texte, et pourtant c'est des journalistes. Et j'ai démontré par A plus B que c'était les mêmes formules. J'ai cité les articles, les mêmes formules. Même la question du syndicat. On dit aujourd'hui il y a des syndicats minoritaires qui vont signer ça. Mais il est dit dans, je crois, un alinéa 9 de ce pacte qui est issu du Conseil européen, je crois que c'est l'alinéa 9, il est dit textuellement que désormais on ne négociera plus selon les conventions collectives de branche, mais on négociera entreprise par entreprise. N'est-ce pas ce qui est en train de se passer chez Renault, chez Goodyear en ce moment? C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, voilà des décisions qui ont été prises, qui ont été cachées. Moi, j'ai pris le temps, je me suis levé pendant presque un mois, en plus de mon travail, je me suis levé tous les matins à 2 heures du matin pour jusqu'à 8h, 8h30 du matin, décrypter ce texte-là et le mettre au grand public. J'ai fait un livre avec ça qui s'appelle « Le pacte des rapaces », de telle sorte que les gens, il y a un peu de diffusion, mais cette diffusion-là ne vaut pas les 12 millions de personnes qui regardent les journaux télévisés de Antenne 2 et TF1 réunis le soir. Ce n'est pas du tout le même impact. Mais voilà des salariés aujourd'hui qui sont pris dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, les syndicats de ces entreprises et les salariés sont pris par cet accord-là, aujourd'hui, qu'on décline, que, évidemment, le MEDEF s'empresse de décliner, et je souhaite ardemment que les parlementaires nationaux ne votent pas ce truc, parce qu'il est abominable pour la vie, pour les gens qui sont aujourd'hui au travail, mais je parle pour vous, pour la génération qui arrive, parce que la génération qui arrive, elle sera, je ne dis pas que c'était le paradis, ou c'est le paradis, mais elle sera dans l'insécurité totale. Dans l'insécurité totale. Parce qu'on pourra vous embaucher quand on voudra, comme on voudra, et on pourra vous payer comme on voudra. On a même inventé ce fameux concept, qui a trouvé ce fameux concept de contrat à durée indéterminée intermittent. On ne peut pas trouver mieux quand même. Parce que maintenant, vous aurez le contrat à durée indéterminée que le patron pourra rompre à tout moment. Il y a 2 syndicats, CGT et Force ouvrière, qui représentent quand même 55% des salariés, qui refusent ce texte-là. Mais c'est quand même celui qui sera transmis au Parlement national. Voilà. Le problème, il est celui-là. C'est que pour la première fois dans l'histoire, voilà un texte qu'on appelle contrat, qui a été un peu revu par les services du ministère du Travail et sans doute du Premier ministre, mais qui va être transmis quasi tel que au Parlement. Et donc on est en train de mettre en cause le droit inaliénable des parlementaires de faire la loi. Parce que qui est élu dans ce pays? Ce sont les parlementaires. Notamment les députés nationaux qui sont élus d'une circonscription au plus près d'un certain nombre de gens. Or, on nous dit, maintenant, c'est une grande avancée du dialogue social, paraît-il, vous retranscrivez le programme du MEDEF dans la loi et tout ira bien. Et ça, c'est un gouvernement comme celui-ci qui le fait. Il y a quand même un blême, on ne peut pas accepter ça. Et nous disons à nos amis socialistes et écologistes, laissez Copé voter tout seul ce truc-là. Mais vous ne mettez pas les doigts là-dedans. Ne mettez pas les doigts là-dedans. Ce n'est ni la tradition du mouvement ouvrier, ni la tradition de la gauche, qui est plutôt une tradition de progrès social. Toujours été une tradition de progrès social. Qu'est-ce que vous pensez du fait que justement il y ait des règlements applicables dans tous les États de l'Union européenne qui sont pris par les institutions européennes, sans pour autant que, typiquement pour la France par exemple, parce qu'en Allemagne c'est pas la même chose, mais pour la France, les parlementaires nationaux, d'ailleurs on l'a vu, parce que vous avez dit le Tupac, il y a peut-être personne dans la rue qui sait ce que c'est, mais à l'Assemblée il n'y a personne non plus qui sait ce que c'est. Pourtant c'est bientôt, ça sera bientôt en œuvre, et bientôt ils devront donc transférer leur projet de loi de finances à la Commission, avec potentiellement un avis défavorable, etc., etc.
Et ça, c'est dans l'année qui vient, j'imagine. Ça va bientôt voter. Ça va commencer en 2013. Je ne sais pas s'il a été pleinement accepté. Voilà, il va y avoir encore entre le Conseil et le Parlement, mais je veux dire que dès cette année, là, bientôt, ils vont se retrouver avec une nouvelle procédure sur laquelle ils n'ont absolument pas donné leur avis, alors que c'est quand même la loi de finances, c'est quand même la quintessence de la souveraineté du Parlement. Ouais. Et je parle là du Tupac, mais on pourrait parler de n'importe quel règlement et globalement n'importe quelle directive. Qu'est-ce que vous penseriez d'adapter les institutions nationales pour intégrer mieux, on va dire, mais pour mieux intégrer l'avis du Parlement national, sans pour autant l'intégrer à l'Union européenne. Je ne parle pas d'un dialogue entre le Parlement européen et le Parlement national, mais plus un contrôle du Parlement national sur les ministres, l'exécutif, qui vont ensuite négocier ces règlements. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, c'est un peu le système. Madame Merkel ne va jamais au Conseil européen ou dans une grande négociation sans un accord du Bundestag. Bon, c'est déjà mieux que chez nous. C'est formel, mais c'est déjà mieux que chez nous. Mais nous aussi, on devrait avoir ça. Parce que si, aujourd'hui, on a une majorité de gauche dans les deux assemblées, s'il y avait eu un mandat donné au président de la République en disant « mais en deçà de ce niveau, tu n'acceptes pas », en principe, ça change la donne. En principe, ça change la donne. Et donc, il revient devant le Parlement national, lui ou le Premier ministre, et il rend compte de son mandat et de la situation créée à partir de ce refus-là. Ça change beaucoup de choses, je pense. Et donc, il y a bien une commission des affaires européennes dans les deux assemblées qui font du travail, qui font parfois du contrôle, de l'information, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mandat donné aux ministres dans les conseils européens sectoriels, ni au président de la République dans le conseil des chefs d'État et de gouvernement. Ça, c'est vrai. Donc c'est une proposition, si elle était faite en termes institutionnels au niveau national, que vous regarderiez avec bienveillance. Je crois qu'il faudrait la soutenir, oui. Je crois ce serait un premier pas. Personne n'est satisfait de cela. Je pense peut-être même pas le président de la République n'est satisfait de cette situation-là, de ce cadre pluriannuel. On va essayer de... Il a dit à demi-mot, il a dit, comme Charles de Gaulle, quasiment, c'est le meilleur accord dans le contexte, enfin une phrase un peu comme ça. Et il a dit, je compte sur le Parlement européen pour avoir ce qui veut dire, je compte sur lui pour faire le boulot. Mais s'il l'avait, lui, refusé, le rapport de force est différent, le débat, il est différent. Alors certains vont dire « Ah, tu veux la crise, etc. » Oui, tu veux la crise, mais la crise, aujourd'hui, les gens, ils la subissent, la crise. Parce que quand, au lieu d'avoir 500 millions d'euros pour l'aide alimentaire aux plus pauvres, on n'aura plus que 300 millions d'euros répartis non plus en 19 pays, mais en 27 pays, la crise, qui c'est qui subit la crise ? Je ne sais pas du coup si vous partagez mon point de vue, mais j'ai l'impression que tout le monde se renvoie la responsabilité. C'est-à-dire que les parlementaires nationaux, ils comptent sur leur gouvernement, notamment la majorité socialiste, comptent sur le gouvernement pour espérer renégocier des textes au niveau européen, c'est-à-dire espérer un petit peu plus de croissance. Lorsque ça ne fonctionne pas, les parlementaires européens, qui sont plutôt, on va dire, schématiquement fédéralistes, enfin, du moins espèrent plus de communautarisation, reprochent aux États, c'est-à-dire à l'intergouvernemental, le fait que l'Europe n'avance pas. Lorsque François Hollande n'arrive pas à négocier ce qu'il veut au Conseil européen, il espère des parlementaires européens un soutien. Est-ce qu'au final, c'est pas ça le problème de l'Europe? C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui doit prendre les décisions. Enfin, moi, personnellement, citoyenne française, je ne sais pas vers qui je dois me tourner pour effectivement avoir une vraie puissance, enfin, un vrai levier de changement. Oui, mais ça, vous avez raison. Le débat que vous dites entre le Parlement et le Conseil, le fédéralisme, l'intercommunautaire et tout ce qu'ils disent les uns et les autres, sans compter les petits jeux entre quelques hommes, tel président de la Commission contre tel président du Conseil, tel président du Parlement européen contre le président de la Commission ou du Conseil en ce moment c'est ça.
c'est un jeu de dupes pour les gens, évidemment. Alors, quel levier si on n'arrive pas à démocratiser, à faire, en quelque sorte, Europe ensemble, mais à partir des peuples, et avoir des lieux de délibération et un pouvoir nouveau de proposition législative des assemblées élues, notamment du Parlement européen, on continuera d'avoir le problème que vous dites. Parce que la Commission ne raisonne que selon une méthode. Elle dit « je suis la gardienne des traités ». Et elle dit, M. Barroso dit d'un air narquois, toujours devant le Parlement européen, c'est comme ça, c'est ma loi. Et cette personne, qui est élue par strictement personne, agit dans l'opacité la plus totale et fait ce qu'elle veut. Il nous arrive même au Parlement européen de rejeter certains textes. On nous les ramène 2 mois après, à peine amendés, et comme le rapporteur du texte de tel ou tel parti, entre-temps on s'est débrouillé pour le nommer ministre dans son propre pays, eh bien l'affaire passe comme une lettre à la poste. On a eu le cas. On avait un rapport sur la transmission de données aux États-Unis, ce qu'on a appelé le rapport SWIFT. C'était une libérale, membre du groupe ALDE du Parlement européen, qui avait fait un excellent rapport. Nous l'avions suivi. On a voté contre cette transmission des données, toutes les données, hein. Eh bien, ça s'est conclu par le fait que cette dame a été nommée ministre des Pays-Bas avec un portefeuille de je ne sais quoi, et on nous a refait la même chose, et le coup d'après, ils l'ont voté. Ils l'ont voté. Et donc, évidemment, on n'est pas dans une Europe... c'est un peu... Ce mot-là ne plaît pas, mais c'est un peu dictatorial ce qui se passe quand même. On procède par oukase. Des oukases qui viennent d'en haut, qui s'appliquent à tout le monde, et après les gouvernements disent c'est la faute à l'Europe, l'Europe dit mais non, nous on n'a pas fait tout à fait ça, on pouvait interpréter, etc., plus les problèmes que vous dites. Et donc, moi, je crois que les problèmes sociaux, les problèmes économiques sont extrêmement importants, extrêmement durs, mais je me demande si la question d'inventer une démocratie européenne, je me demande si ce n'est pas devenu une des questions principales. Une des questions principales. Parce que la démocratie dans le monde en général, en apparence, elle a progressé. En apparence, on peut voter. En apparence, on peut donner son mot. Mais en vérité, quand on a voté, ceux qui ont le pouvoir font le contraire de ce pourquoi ils ont été élus. L'année dernière, j'ai été stupéfait. La croissance, il n'y a rien, strictement. On m'a contredit de différentes manières, etc. Bon, d'accord. Mais là, j'ai été stupéfait. Quand il est venu au Parlement européen, on lui a dit, mais c'est devenu quoi le pacte de croissance? L'argent qui avait pas... Il a répondu, il va être recyclé dans le budget. Autrement dit, cet argent, les 55 milliards dont on nous a parlé, c'était virtuel. D'ailleurs, moi, je suis intervenu en séance, je lui ai dit, mais est-ce que c'était virtuel? Bon, il ne m'a pas répondu là-dessus. Je comprends pourquoi il ne me répond pas. Parce qu'effectivement, c'était un affichage pour camoufler le fait qu'il ne respectait pas sa proposition, la numéro 60, qui était celle de la réorientation de la politique européenne. Il s'était engagé là-dessus, François Hollande. D'ailleurs, il aurait fallu le suivre s'il allait vers là. Mais ce n'est pas ce qui se passe, malheureusement. L'affaire du traité et l'affaire du budget, du cadre pluriannuel, montrent qu'on n'est pas dans la réorientation. Ça posera beaucoup de problèmes, d'ailleurs, parce que lui, c'est comme ça qu'il a justifié le traité. Et surtout, au niveau de l'Assemblée, c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre un peu la majorité de gauche qui était quand même réticente, même si elle l'a fait parce qu'il faut bien soutenir son gouvernement, mais à la base, c'était quand même très réticent. Et il faut vous dire que les ministres en question, ceux qui sont passés devant l'Assemblée, ont tous été très convaincants pour dire non, il y a vraiment une réorientation là qui est en train de se faire, il faut nous soutenir parce que là on va dans le bon sens. C'est vrai. Et en fait, il se trouve, moi je ne comprends pas bien tout, mais là, si j'ai bien compris, le budget est moins élevé, alors si ce n'est en volume, je dirais en proportion que les derniers budgets pluriannuels qui avaient été pris. Oui, bien moins, mais c'est encore pire que ce que vous dites.
ils ont trouvé une astuce incroyable. Maintenant, il y a une astuce évidemment que, pareil que pour le Tupac, difficile à comprendre. Ils ont inventé la notion de crédit d'engagement et de crédit de paiement. Entre ce qu'ils appellent le crédit d'engagement et les crédits de paiement, il y a un écart considérable. Je crois que c'est aux alentours de 60 milliards d'euros. Une paille. À tel point que déjà aujourd'hui, personne ne veut le dire. Personne ne veut le dire. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a un déficit du budget européen entre 16 à 18 milliards d'euros, que personne ne veut dire. Personne ne veut parler de ça. C'est camouflé aux gens. Alors que le traité dit, justement, cet article 312 dont je viens de vous parler tout à l'heure, dit il faut que nous soyons à l'équilibre budgétaire pour le budget européen. On doit voter en étant à l'équilibre budgétaire. Donc, c'est encore pire que ce que vous dites. Parce que entre les crédits d'engagement, c'est-à-dire on s'engage à 100, mais on ne paiera que 70. C'est une arnaque. Et donc en fait, juste pour vraiment résumer, on verra ensuite si on met en écriteau ou pas, mais en fait, au lieu d'accepter le TSCG en compensation d'une réorientation vers la croissance, on accepte le TSCG et on a un budget pluriannuel qui est censé représenter cette croissance qu'on va chercher, qui est moins bon que celui qui avait par exemple voté. Je ne sais pas si Sarkozy avait été à l'occasion d'un budget pluriannuel, c'était dans cette époque-là. Mais en gros, donc on a et le TSCG et moins de croissance. C'est bien. On a un outil qui fera moins de croissance, forcément. Vous baissez, de toute façon, il n'y a qu'à regarder, on baisse de 20% les crédits de la politique agricole commune. Je ne dis pas que c'est automatiquement de la croissance, parce que moi, je pense qu'à l'intérieur de la politique agricole commune, à volume constant, on peut faire autre chose. Parce que, moi, personnellement, je pense qu'il y a 7 milliards à récupérer. Pourquoi ? Sur une petite chose très simple. Moi, je suis membre de la commission de l'agriculture du Parlement européen, donc j'ai eu à discuter de la réforme de la politique agricole commune, si on peut appeler ça une réforme. Et on s'est battu, vous savez, un peu à gauche, les syndicats ou les paysans de gauche aussi, on s'est toujours battu pour une notion qu'on appelle le plafonnement des aides. Et alors, ils ont repris ce terme, mais le plafonnement est à 300 000 euros. Mon frère et mon beau-frère, qui sont exploitants agricoles chacun, ils ont chacun 50 vaches laitières, je ne sais pas combien d'hectares, eux, ils touchent, l'un touche 19 500 euros et l'autre 21 000 euros d'aide européenne. Ils ne sont pas à 300 000. Et j'ai des amis dans l'Allier qui font de viande bovine, un ami qui a une ferme plutôt grande, il a 40 000 euros. Donc, vous imaginez bien que 300 000 euros, il n'y a pas grand monde pour les avoir. Même 100 000 euros, il n'y a pas grand monde. Il y a 1600 paysans dans toute l'Europe qui ont plus de 100 000 euros. Eh bien, si on rabotait ne serait-ce qu'à 100 000 euros, moi j'ai proposé plus bas, mais admettons, même à 100 000 euros, on fait 107 milliards d'économies qu'on peut retourner à l'agriculture de base, à la production agricole, à changer le modèle agricole. Donc, ça c'est un aspect. Mais ce dont je parlais tout à l'heure, les infrastructures, les services publics, l'innovation recherche, c'est du développement de la croissance sociale, de la croissance humaine en moins. Évidemment, il y aura moins d'investissement, beaucoup moins d'investissement.